Le document Aquaba qui contient les grandes articulations des 8e Jeux de la francophonie a été remis aujourd'hui au corps diplomatique par Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage de ces Jeux. Le Japon offre plus de 10 000 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire, ce don de 2,7 milliards de francs CFA pour minimiser le déficit national et financer des projets sociaux. C'est la journée mondiale de l'asthme. Aujourd'hui, cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation pour un meilleur diagnostic et une bonne prise en charge de la maladie. Le pape François a reçu le prix Charlemagne et exhorte l'Europe à construire des ponts et abattre des murs. Le prix Charlemagne récompense chaque année une contribution exceptionnelle à l'unification européenne. Madame, Monsieur, bonsoir. Daniel Kablan-Duncan implique les diplomates dans l'organisation des 8e Jeux de la francophonie qui se tiendront en juillet 2017. Le président du comité de pilotage a remis le document Aquaba aux ambassadeurs. Le document comporte les grandes articulations des Jeux de la francophonie. Le corps diplomatique devrait aussi s'investir dans la mobilisation des ressources financières. Le reportage de Serge Colia. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, désormais engagé aux côtés de l'État dans l'organisation et le succès des 8e Jeux de la francophonie. Les diplomates ont reçu des mains de quelques membres du comité de pilotage, comité présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le document Aquaba. Ce document renferme le programme des différentes étapes et activités de cet événement d'envergure internationale. La Côte d'Ivoire attend l'implication et la contribution des pays amis. La rencontre de ce jour, la troisième du genre que le Comité national des Jeux de la francophonie initie avec le corps diplomatique, vise un objectif essentiel, celui de faire de vous, si je puis me permettre, les ambassadeurs des Jeux de la francophonie de 2017 auprès des États, des gouvernements, des institutions que vous représentez dignement ici en Côte d'Ivoire. C'est avec votre soutien que nous atteindrons les objectifs de notre campagne de mobilisation des ressources financières et matérielles en faveur des Jeux de 2017. C'est un défi collectif qui n'engage pas que la Côte d'Ivoire, a indiqué l'ambassadeur du Cameroun au nom du corps diplomatique. Il s'agit avant tout d'un devoir de solidarité. Aussi voudrais-je vous assurer que la Côte d'Ivoire ayant joué sa partition, le corps diplomatique, par la voix de son porte-parole, s'engage à jouer la sienne à fond. Le budget des Jeux de la francophonie qui se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan s'élève à environ 23 milliards de francs CFA. 4000 jeunes athlètes sont attendus à Abidjan. 500 millions de téléspectateurs dans le monde entier verront cet événement qui exprime la solidarité, l'amitié et la fraternité au sein de la francophonie. Une école d'électricité sera bientôt construite en Côte d'Ivoire sur un site de plusieurs hectares. Une extension stratégique pour la Côte d'Ivoire qui veut doubler sa production d'électricité. Et c'est dans ce cadre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité le centre des métiers d'électricité de Bingéville. Je vous amène sur ce site avec Gabriel Zani. Étendu sur plusieurs hectares, ce site est celui du centre des métiers de l'électricité de Bingerville. Bientôt, il pourrait abriter les locaux de l'école supérieure de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a visité ce vendredi 6 mai en compagnie du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Il fallait qu'on vienne visiter le CME, l'ancienne école supérieure d'électricité, qui doit revenir en Côte d'Ivoire. Les éléments anciens sont occupés actuellement par le pôle scientifique et notre souhait c'est de voir avec le ministre et ses collaborateurs, y a-t-il ou pas une possibilité de développer la nouvelle école de l'ESIE sur ces locaux-ci. Surtout que vous savez qu'il y a une partie qui a donc été prise par la FIF, l'autre côté qu'on a visité. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine synergie entre les deux écoles avec le centre de métier de l'électricité ici? La Côte d'Ivoire envisage de doubler sa production d'électricité d'ici à 2020. Il s'agit de passer de 2000 à 4000 mégawatts.
Une école supérieure internationale d'électricité dans le pays donnerait en effet la possibilité de former des cadres supérieurs dans le secteur, en plus des cadres moyens que forme déjà le Centre des métiers de l'électricité. Nous avons deux types de formation. La formation initiale pour des gens qui ne savent rien en électricité et qui viennent ici, à qui on apprend les techniques de base et qui, après, progressivement, apprennent à utiliser les techniques sur le terrain, sur le réseau, une fois qu'ils sont sortis. Et puis, il y a ceux qui sont au travail, mais qui ont besoin de renouveler leurs compétences. Donc, ils reviennent ici au centre et qu'on accompagne dans le développement de leurs compétences. En 2015, nous avons en formation continue eu à peu près 6 000 stagiaires. Ce sont des ingénieurs ivoiriens en conception et ceux de la sous-région qui pourront recevoir des formations de pointe en électricité dans cette école. Selon Daniel Cablan-Duncan, la Côte d'Ivoire vient de recevoir l'agrément pour la faisabilité du projet. Reste l'étape des études techniques pour la construction de l'école supérieure de l'électricité. Le pylône de Côte d'Ivoire Télécom s'est écroulé, vous le savez, à la suite de quoi Radio RFI et d'autres radios n'émettent plus. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan est à l'origine de tout cela. La fureur de la pluie a fait des dégâts de plus de 500 millions de francs CFA. Adama Koné revient sur cette situation. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Bobo derrière Rail, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, à environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand c'est tombé, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA. La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des haubans de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône. Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela un mois. Les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a constaté l'interruption des programmes des radios RFI, BBC et RJN dans la région d'Abidjan. Les opérateurs concernés qui ont la charge du maintien du site se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. Sachez que le déficit en riz en Côte d'Ivoire est de plus de 952 000 tonnes et des besoins de consommation estimés à plus d'1 million de tonnes par an. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays et financer des projets sociaux, le Japon a offert plus de 10 000 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. Cette aide financière vient renforcer la coopération ivoiro-japonaise. Lancine Bakayoko. Ce don japonais est destiné à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en vue de réduire le déficit en riz, denrée alimentaire la plus consommée dans le pays. C'est le 6e du genre depuis 2008. Ce sont 10 279 tonnes de riz japonais et thaïlandais d'une valeur de 2 700 millions de francs CFA que livre ainsi le Japon. Le riz blanchi, objet de la présente aide alimentaire, sera cédé aux opérateurs économiques sélectionnés à partir d'un appel d'offres dans un cadre de compétition ouvert à tous. À travers cette aide alimentaire, le Japon permet à la Côte d'Ivoire de lutter contre l'insécurité alimentaire, vise à moyen terme l'autosuffisance en production de riz. À ce jour, le déficit en riz en Côte d'Ivoire est de 952 600 tonnes. Les besoins de consommation s'élèvent à 1 682 000 tonnes par an. Mais le geste japonais ne se limite pas qu'à la fourniture de riz. Cette aide a aussi pour l'objectif d'améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d'importantes économies de devises qui auraient dû être effectuées à l'importation du riz. Et mieux encore, le riz sera vendu à un prix raisonnable et les recettes de cette vente permettront de constituer un fonds dénommé Fonds de contrepartie.
Ce fonds servira plus tard, après consultation des deux gouvernements, à financer divers projets de développement socio-économique dans les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'éducation et le renforcement de la sécurité. La Côte d'Ivoire veut relever le défi de la sécurité alimentaire, mais l'inflation et la sécheresse de ces derniers mois n'arrangent pas les choses. Les cartels non plus, et ils sont à la base de cette flambée des prix. Pourtant, les populations ne demandent qu'une seule chose, se procurer une nourriture suffisante et saine. Pour mieux comprendre ce système et ses conséquences, suivons ensemble ce reportage de Adama Koni. Le cartel, pratique économique consistant à contrôler le marché par une entente formelle sur les quantités et les prix. Cette pratique empêche aussi l'arrivée de nouveaux vendeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte le cartel parmi les causes de la cherté des produits vivriers. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a dénoncé lors de son discours du 1er mai dernier. Quel est le mode opératoire de ces commerçants? Premier schéma, lorsqu'un grossiste s'approvisionne au bord champ, automatiquement, il appelle un deuxième à qui il livre sa marchandise. Ce dernier fait appel à un autre et ainsi de suite. De la sorte, 7 intermédiaires peuvent se retrouver sur la chaîne de distribution du bord champ au marché du quartier et chacun avec sa marge bénéficiaire. Schéma 2, la spéculation. Ici, il s'agit d'acheter les produits à prix bas chez le paysan et de ne pas le mettre immédiatement sur le marché. Cette pratique a l'inconvénient de créer une pénurie fictive qui fait grimper les prix. Le troisième schéma est transversal, empêcher tout autre commerçant de livrer sa marchandise sur les marchés de gros, comme le marché Gouraud par exemple. Pour ce faire, les grossistes s'entendent avec les gestionnaires du marché pour exclure tout vendeur n'appartenant pas au réseau. Les conséquences sont immédiates et les statistiques sur les prix sont éloquentes. En 2014, le régime de bananes acheté à 500 francs bord champ était vendu à 2000 francs CFA aux consommateurs, soit 300% d'augmentation. Le maïs, du fait des intermédiaires, passait de 80 francs le kilogramme à 250 francs CFA, pendant que l'igname était pris aux paysans à 150 pour être revendu à 300 francs CFA. Le petit panier de gombo, vendu à 2000 francs en campagne, revenait à 4000 francs CFA aux consommateurs, soit 100% de gain. La bâchée de manioc achetée à 84 000 francs se retrouvait à 400 000 francs CFA en ville. On le sait, les autres facteurs affectant les prix restent l'influence climatique, les pertes post-récolte estimées entre 30 et 40%, le remplacement du vivrier par les cultures pérennes et l'exportation même des produits agricoles alimentaires. De plus en plus de bananes et d'attiéké, pour ne citer que ces deux produits, prennent la route des pays de la sous-région, les saveurs ivoiriennes ayant conquis bien d'Africains. En face, les efforts fournis par le gouvernement ont permis de passer de 12 à 17 millions de tonnes de produits vivriers. Et la machine ne s'arrête pas. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 2 projets sont bouclés. La création de la bourse du physique pour assurer la régulation entre les zones de forte production et celles de consommation. Et le projet de production périurbaine qui consiste à créer des espaces de production avec des méthodes modernes proches des centres de consommation. L'État espère ainsi donner du contenu au panier de la ménagère. On ne peut parler de booster la production agricole sans évoquer la mécanisation agricole. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa, entend assembler sur place les équipements afin de les rendre plus accessibles et moins coûteux pour les producteurs ivoiriens. D'où la signature d'un accord de partenariat entre le groupe chinois Wuzeng et l'Ivoirienne de technologie tropicale. Ce groupe a remis d'ailleurs 2 tracteurs et des équipements importants pour la mécanisation de l'agriculture. Un an après la tenue du SARA, le salon de l'agriculture d'Abidjan, les premiers bourgeons sont porteurs d'espoir. La société Wuzeng, spécialiste en machinerie agricole, fait don de 2 tracteurs et des outils agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour tester leur exploitation sous la supervision de l'Ivoirienne des technologies tropicales. Le but pour nous, c'est d'abord de mettre à la disposition du producteur du matériel adapté
aux conditions de production de chez nous, qui sont similaires aux conditions de production en Chine. Vous savez, en Chine, ils ont aussi des petites exploitations, des exploitations familiales. Donc il y a de fortes chances que les essais soient concluants. Convaincus de cette réussite, l'Ivoirienne des technologies tropicales et la société Houzeng ont signé un protocole de partenariat stratégique sous la supervision de la tutelle de IDT, le ministère de l'Industrie et des Mines. 3 axes vont matérialiser la collaboration de ces 2 structures. Le premier axe consiste donc à faire un transfert de compétences pour former donc le personnel technique de l'IDT, on va dire aux nouvelles techniques internationales donc de mise au point de technologies innovantes. Le deuxième axe concerne donc l'assistance à la production en série des technologies au privé de l'IDT. Ensuite, le troisième axe, c'est vraiment la mise en place d'un centre d'assemblage de matériel agricole et électrique innovant. S'agissant du troisième axe, assemblage et montage de machines et autres outils agricoles, la preuve est faite à travers ces outils montés ici à IDT. Voilà qui augure de la réussite de ce partenariat que les parties chinoises et ivoiriennes souhaitent fructueuse pour un transfert de technologies conformes aux vœux de la Côte d'Ivoire, mécaniser son agriculture, être une plateforme de production de matériel agricole. La technologie est un instrument important dans le processus de développement de nos pays et tout ce qui est lié à l'innovation technologique qui est poursuivi comme politique essentielle dans le cadre de notre stratégie industrielle est donc nécessaire pour justement soutenir notre croissance économique. Bien plus que cela, ces actes soulignent l'excellence de la dynamique de l'éco-diplomatie de Adama Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine. Des bourses de plus d'1 milliard de francs CFA viennent d'être offertes à la Côte d'Ivoire par la France pour le financement des stages de perfectionnement des enseignants-chercheurs, et ce dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles du contrat de désendettement et de développement. Herman Niamian était à l'ambassade de France où s'est déroulée la cérémonie de remise des bourses. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France se portent bien, si bien qu'elles permettent de faire bénéficier à des enseignants-chercheurs et à des universités publiques et grandes écoles de bourses de perfectionnement. Ces bourses d'une valeur d'1,7 milliard de francs CFA s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire du contrat de désendettement et de développement C2D pour la période 2012-2015. C'est un programme d'excellence puisqu'il y a un appel à candidature et une soumission. Et donc, ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés. Et donc, ça permet donc de renforcer les capacités des institutions puisque ça permet la mobilité de nos enseignants qui vont donc dans les universités françaises par rapport à... Ils ont accès donc à des plateaux techniques qui leur permettent de conduire leurs recherches. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de renforcement des ressources humaines par l'octroi de bourses de master, de doctorat et de bourses de perfectionnement, ainsi que des missions d'appui des partenaires français et des séjours des co-directeurs des thèses de doctorat français en Côte d'Ivoire et ivoiriens en France. Chaque université qui va choisir un petit peu selon ses programmes, des universités scientifiques avec des universités scientifiques, mais c'est tout à fait libre. Et c'est là aussi, c'est un peu la compétition. Les meilleures universités françaises vont se présenter, vont être choisies par les universités ivoiriennes. Voilà, donc il y a toujours de l'émulation quand c'est comme ça. Ce projet fait partie intégrante d'un soutien global des autorités françaises à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique à travers un certain nombre d'investissements, entre autres des dotations de matériel informatique et des rénovations des bibliothèques des universités publiques d'un coût global de 62 milliards de francs CFA. L'asthme est la maladie chronique qui touche le plus d'enfants dans le monde. Cette maladie handicapante en fait de plus en plus de victimes. Elle touche plus de 235 millions de personnes dans le monde et près de 300 000 personnes meurent à cause de l'asthme. Aujourd'hui, journée mondiale de l'asthme, l'hygiène de vie comme moyen de prévention de la maladie est mis en exergue. Vivre une vie normale avec l'asthme est possible, à condition d'observer une hygiène de vie en plus des prescriptions médicales. Depuis plus de 40 ans, Mathias, asthmatique, respecte cette mesure. Je ne fume pas, je ne reste pas dans les poussières et j'ai toujours ma ventoline.
pour arrêter les crises. Tous les dimanches, je fais le sport. Il n'y a pas de problème. Près de 300 millions de personnes sont asthmatiques dans le monde selon l'OMS. L'asthme est une affection chronique qui se traduit par une gêne respiratoire en raison de l'inflammation des voies de passage de l'air dans les poumons. Cette difficulté respiratoire, souvent, est associée à des bruits quand il respire. Ça fait fi qu'on appelle sifflement. Le fait que ces bruits et ces essoufflements sont répétés dans une famille asthmatique, on peut penser à un asthme. C'est une maladie qui a plusieurs facteurs qui déclenchent. Vous avez par exemple les fleurs, les pollens, vous avez la poussière, vous avez la fumée, vous avez aussi les cafards, les araignées, et même certaines nourritures peuvent déclencher une crise d'asthme. La journée mondiale de l'asthme, moment choisi par la Société ivoirienne de pneumothysiologie et l'ONG Sauvons le poumon pour faire le point sur les avancées de la recherche et inviter la population à reconnaître les signes de l'asthme. Dans nos hôpitaux, les cas graves de crise d'asthme sont de moins en moins vus. Et ça, nous mettons ça sur le compte de la formation post-universitaire que nous faisons, de la sensibilisation de la population et puis notamment des prescripteurs qui font attention dans les prescriptions, du traitement de fond qui est prescrit aux malades. L'asthme se traite à vie. Sa prise en charge a un coût. Pour pouvoir avoir une chose de bons soins, il faut entre 40 et 50 000 francs par mois. Et nous lançons, comme on dit, un appel au gouvernement de pouvoir mettre des médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Parce que nous avons fait des enquêtes, nous n'avons pas encore tous les médicaments dans les hôpitaux, les médicaments de première nécessité dans les hôpitaux. La maîtrise des facteurs déclencheurs de l'asthme, le maintien d'un environnement sain, la natation et la marche permettent d'améliorer la santé de l'asthmatique. La rage aussi fait de nombreuses victimes dans le monde. Pour favoriser l'éradication de cette affection en Côte d'Ivoire, un projet d'évaluation du poids de la rage a démarré dans la ville de San Pedro. Cela a été exécuté par l'Institut national d'hygiène publique et des partenaires nationaux et internationaux. Le reportage de Thérèse Tapéouboui. La rage est une maladie mortelle. Elle est transmise à l'homme par les chiens, chats, bovins, renards, chacals, chauves-souris, loups, à travers des morsures, griffures ou léchage de plaies. La rage est à la base de 60 000 décès par an dans le monde et 30 000 en Afrique, dont plus de la moitié sont des enfants. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 20 cas par an, d'où le lancement du projet d'évaluation du poids de la rage en Côte d'Ivoire. Et selon le directeur exécutif du projet, les villes de Bouaké et de San Pedro sont les deux régions du pays qui vont servir d'échantillon à cette étude du fait de cas élevés de décès liés à la rage dans ces localités. Les autorités préfectorales ont affirmé leur adhésion à ce projet de lutte contre la rage en Côte d'Ivoire. Un projet qui a pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics à investir davantage à l'éradication de la rage en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ce projet a également pour objectif de faire une enquête dans un rayon de 50 km au sein des ménages et des zones rurales afin de collecter des données réelles sur la population canine, le taux de morsure, d'exposition à la rage des personnes mordues et l'incidence réelle de la rage animale et humaine en Côte d'Ivoire. Ce projet est financé par l'organisation internationale Gavi et exécuté en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Sachez que 72 agents de lutte anti-braconnage accèdent au corps des commandos forestiers après 4 mois de formation. Ils pourront participer à la protection de la faune en Côte d'Ivoire. 72 agents anti-braconnage, c'est l'effectif de la 7e promotion du centre de formation de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo dans le département de Kong. Une promotion baptisée du nom du sergent Aléba Abré Gontran, abattu pendant le service par un braconnier le 30 novembre 2013 dans le parc national de Taï. Une promotion qui vient renforcer la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'assurer la préservation de nos faunes et de nos forêts. La mise à disposition des parcs nationaux et réserves naturelles, de ressources humaines de qualité,
capable de relever les défis. La conservation de la nature constitue donc une réponse critique à ces menaces qui, en plus de porter atteinte à la diversité biologique, notamment, entraînent souvent la perte en vie humaine d'agents de l'État. Le parrain de cette 7e promotion, le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, invite ses filleuls à ne jamais renoncer dans l'effort. Chers filleuls, vous savez autant que moi que votre mission n'est pas de tout repos et vous serez tout le temps face à de nombreux défis que vous devez relever. Dans cette lourde tâche, je vous exhorte à beaucoup d'abnégation au travail, à la détermination, à des sacrifices, à la rigueur, au respect des consignes de la hiérarchie. Défilé, démontage et remontage à dames, simulation et interpellation de braconniers, double grimpé et parcours du combattant. Un savoir-faire des commandos forestiers qui vient à point nommé pour le directeur général de l'OIPR, Adama Tondo-Sama, qui a en charge les 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles que compte la Côte d'Ivoire. Parlons politique. Les femmes du RHDP sont en séminaire de formation des formatrices du Rassemblement des femmes oufouettistes pour la démocratie et la paix sur la cohésion sociale. Elles s'interrogent sur comment aller à la cohésion pour un RHDP fort. Hamza Diaby nous dit aussi que le bureau du RHDP a été investi et la présidente est Ouattara Yéné Joséphine. Je vous investis ce jour le président Henri Konan Bédié et tous les présidents du RHDP vous mettent en mission au fin d'apporter la cohésion sociale et d'être le socle du parti unifié à venir. Voilà investi le tout nouveau bureau du Rassemblement des femmes oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était lors du séminaire de formation des femmes du RHDP sur la cohésion sociale. Un séminaire dont l'objectif est de renforcer la cohésion au sein des femmes oufouettistes pour une implantation dynamique et forte du parti unifié sur le terrain. Nous les femmes du RHDP qui souhaitons une paix durable pour la Côte d'Ivoire, nous sommes ici à Grand Bassam pour nous former et nous donner les moyens nécessaires pour aller restituer ces informations sur l'ensemble du territoire, car nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous voulons le faire dans la paix et dans la joie. Nous devons engager les femmes du RHDP à accéder à une cohérence d'idées et de points de vue qui les mènera à la cohésion. Cette cohésion étant la force qui unit les partis d'un tout. Les fondements de la cohésion du RHDP, les caractéristiques de la cohésion sociale et la cohésion sociale, facteur de performance, ce sont là les thèmes développés lors de cette formation pour qu'au final, les participantes aient une bonne connaissance du concept de cohésion de groupe et des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. L'énergie solaire, c'est la solution que propose Mamadou Koulibaly pour résoudre la question de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le président de Leader qui s'est aussi prononcé sur les dernières mesures gouvernementales. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle Michel Ducré a participé. Le parti Leader passe au scanner les mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la grogne des populations. Abordant la question de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés, Mamadou Koulibaly affirme que cette situation aurait pu être évitée si les infrastructures routières avaient été réalisées là où il le fallait. Moi, j'aurais eu cet argent que j'aurais utilisé pour faire des routes, certes, mais pas entre la Riviera Palmeraie et Marcory résidentielle. J'aurais utilisé cet argent pour faire des routes dans les zones de production agricole et dans les zones industrielles. Pour que nos industriels aient de bonnes routes pour sortir les marchandises, recevoir leurs intrants facilement, j'aurais fait dans des zones de production vivrière pour que rapidement Abidjan et nos grandes villes soient fournies. Sur le chapitre de l'électricité, le président de Leader recommande le développement de l'énergie solaire. Le soleil, là, ça nous tombe de la tête en plein, ça nous brûle, ça nous fait transpirer. Et on n'en fait rien. À Leader, nous disons
Au lieu de fiscaliser fortement à 48% les panneaux, il faut laisser tomber cette taxe. Peut-être nous contenter de la taxe statistique, 1 ou 2%, 3%, et puis les panneaux vont rentrer. Autre sujet évoqué, le référendum constitutionnel qui, selon Mamadou Koulibaly, passe par un préalable, la révision de la liste électorale. Et puis le pape a reçu le prix Charlemagne pour son engagement européen. Le souverain pontife a aujourd'hui demandé à l'Union européenne d'oser changer son modèle pour plus d'intégration. Très actif ces derniers mois sur la crise des migrants, le pape François a ensuite appelé les Européens à construire des ponts et à abattre des murs. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.